Depuis le début du conflit en Ukraine, la domination aérienne a toujours été un enjeu central. La Russie, forte de son aviation et de ses systèmes de détection, pensait pouvoir conserver un avantage durable dans le ciel ukrainien. Cependant, cette perception a été profondément remise en question avec l'entrée en scène d'un acteur inattendu, la Suède. Longtemps fidèle à une politique de neutralité vieille de plus de 2 siècles, ce pays nordique a opéré un tournant stratégique majeur en apportant à l'Ukraine des capacités militaires de pointe capables de transformer la dynamique du conflit. Au cœur de cette transformation se trouve le SAB 340 AWEC, un avion de surveillance et de contrôle aérien avancé. Bien plus qu'un simple appareil, il constitue une véritable tour de contrôle volante. Équipé d'un radar sophistiqué capable de détecter des cibles à une distance d'environ 450 km, cet avion offre une vision globale et continue de l'espace aérien. Contrairement aux radars terrestres, limités par la courbure de la Terre, les obstacles naturels ou les infrastructures urbaines, le SAB 340 opère en altitude, généralement autour de 6000 mètres, ce qui lui permet d'observer sans interruption de vastes zones du territoire. Cette capacité de détection avancée change radicalement la manière dont les opérations aériennes sont conduites. Désormais, il ne s'agit plus simplement de réagir aux attaques ennemies, mais de les anticiper. En identifiant les avions russes dès leur décollage ou bien avant qu'ils n'atteignent leur zone de tir, l'Ukraine peut organiser une réponse coordonnée et efficace. Les informations collectées par cet avion sont transmises en temps réel aux systèmes de défense antiaérienne et aux avions de chasse, créant ainsi un réseau intégré où chaque unité agit en parfaite synchronisation. L'impact stratégique est considérable. Les forces russes, qui comptaient sur des frappes à distance avec des bombes planantes pour limiter leur exposition aux défenses ukrainiennes, se retrouvent désormais surveillées en permanence. Cette pression constante réduit leur liberté d'action, les oblige à modifier leur trajectoire, à voler plus bas ou à engager leur mission à plus grande distance, ce qui diminue leur précision et leur efficacité. En d'autres termes, la simple présence de cet avion dans le ciel suffit à perturber les plans adverses. Par ailleurs, le SAB 340 AWEC ne se limite pas à la détection. Il joue également un rôle clé dans la gestion du champ de bataille aérien. En centralisant les informations provenant de multiples sources, radars au sol, unités mobiles, avions alliés, il construit une image unifiée et cohérente de la situation. Cette carte aérienne permet aux commandants ukrainiens de prendre des décisions rapides et éclairées, renforçant ainsi leur réactivité face aux menaces. Ce bouleversement. Si la guerre en Ukraine a mis en lumière l'importance de la supériorité aérienne, elle a également révélé un autre défi majeur, la prolifération des drones à bas coût. Utilisés massivement par la Russie, notamment les drones de type Shahed, ces engins représentent une menace constante pour les infrastructures critiques et les zones urbaines. Lents, relativement simples technologiquement et peu coûteux à produire, ils sont souvent déployés en essaim, saturant les défenses ukrainiennes. Face à cette stratégie, l'utilisation de missiles sophistiqués et onéreux pour intercepter chaque drone s'est révélée inefficace sur le plan économique. C'est dans ce contexte qu'intervient une innovation clé soutenue par la Suède, le système Tridon Mark II. À première vue, il pourrait sembler modeste, un canon de 40 mm monté sur un véhicule mobile, mais cette simplicité apparente cache une efficacité redoutable. Dans le domaine militaire, les solutions les plus performantes sont souvent celles qui allient robustesse, rapidité et coût maîtrisé, et le Tridon Mark II en est une parfaite illustration. Le cœur de ce système repose sur l'intégration de technologies modernes à une plateforme éprouvée. Héritier du savoir-faire de l'industrie suédoise en matière d'artillerie, il est équipé de capteurs numériques avancés et connecté à des radars de détection comme le système Giraffe. Cela lui permet d'identifier, suivre et engager plusieurs cibles simultanément, même dans un environnement saturé. Mais ce qui fait réellement la différence, c'est la nature des munitions utilisées. Les obus dits 3P, préfragmentés, programmables et à détonation de proximité, transforment chaque tir en une opération de haute précision. Contrairement aux projectiles classiques qui nécessitent un impact direct, ces munitions explosent à proximité de la cible, libérant un nuage de fragments métalliques capables de détruire un drone en un instant. Ce mécanisme augmente considérablement les chances de succès tout en réduisant le nombre de tirs nécessaires. L'efficacité du système repose également sur sa cadence de tir impressionnante, pouvant atteindre jusqu'à 300 projectiles par minute. En mode économique, cette cadence peut être réduite afin d'optimiser la consommation de munitions sans compromettre la performance.
Ce double mode d'utilisation permet d'adapter la réponse en fonction de la menace, qu'il s'agisse d'un drone isolé ou d'une attaque massive. Sur le plan stratégique, l'introduction du Tridon Mark II change profondément l'équation pour l'Ukraine. Elle permet de réserver les systèmes de défense les plus coûteux, comme les missiles sol-air longue portée, à des cibles de haute valeur telles que les missiles balistiques ou les avions de combat. En parallèle, les menaces moins coûteuses mais nombreuses, comme les drones, peuvent être neutralisées de manière efficace et surtout durable sur le plan économique. Pour la Russie, cette évolution représente un défi supplémentaire. La stratégie consistant à submerger les défenses ukrainiennes par le nombre perd de son efficacité si chaque drone peut être abattu à faible coût. Cela oblige à repenser les tactiques, à investir dans des technologies plus avancées et donc plus coûteuses, ce qui alourdit encore la pression sur les ressources militaires. En définitive, le Tridon Mark II illustre une réalité fondamentale des conflits modernes. La victoire ne dépend pas seulement de la puissance. L'un des principaux atouts de la stratégie russe dans ce conflit repose sur l'utilisation de bombes planantes, notamment issues des modèles FAB équipés de kits de guidage. Ces munitions permettent aux avions russes de frapper des positions ukrainiennes sans entrer directement dans les zones les plus dangereuses. En pratique, des appareils comme les bombardiers tactiques s'approchent à distance sécurisée, larguent leurs bombes, puis repartent avant que les systèmes de défense ukrainiens ne puissent réagir efficacement. Cette tactique a longtemps offert à la Russie un avantage considérable sur le champ de bataille. Cependant, l'introduction de capacités avancées de détection et de coordination, notamment grâce au système aéroporté suédois, change profondément cette dynamique. Désormais, il ne s'agit plus d'intercepter la munition elle-même, souvent difficile à neutraliser une fois larguée, mais de cibler son vecteur, c'est-à-dire l'avion qui la transporte. Cette approche modifie la logique opérationnelle. Au lieu de subir l'attaque, l'Ukraine peut agir en amont. Grâce à une surveillance aérienne étendue, les mouvements des avions russes peuvent être détectés bien avant qu'ils n'atteignent leur zone de tir. Cela permet aux forces ukrainiennes de préparer une réponse coordonnée, qu'il s'agisse de déployer des systèmes sol-air, d'alerter les unités au sol ou de mobiliser des avions de chasse. Cette anticipation réduit considérablement la liberté d'action des pilotes russes, qui doivent désormais opérer dans un environnement beaucoup plus risqué. Ce changement a plusieurs conséquences directes. D'abord, les avions russes sont contraints de voler à plus basse altitude ou de lancer leurs attaques depuis des distances encore plus importantes, ce qui diminue la précision de leurs frappes. Ensuite, ils doivent adopter des trajectoires plus complexes pour éviter la détection, ce qui allonge les temps de mission et augmente la consommation de ressources. Enfin, la pression constante exercée par cette surveillance réduit leur capacité à mener des opérations répétées et efficaces. Au-delà de l'aspect purement technique, c'est toute la coordination militaire ukrainienne qui s'en trouve renforcée. Les informations collectées sont centralisées et redistribuées en temps réel, permettant une meilleure synchronisation entre les différentes composantes des forces armées. Les systèmes de défense anti-aériens, les unités terrestres et les moyens aériens agissent désormais comme un ensemble cohérent, capable de réagir rapidement à toute menace. À plus long terme, cette évolution ouvre la voie à une transformation encore plus profonde. Si l'Ukraine intègre de nouveaux avions de combat modernes dans son arsenal, ces derniers pourront s'appuyer sur cette infrastructure de détection pour maximiser. Au-delà des systèmes fournis par ses alliés, l'Ukraine se distingue également par sa capacité d'innovation sur le terrain. Face à un adversaire disposant de moyens importants et de doctrines militaires bien établies, elle a su adapter ses méthodes en développant des solutions inattendues, parfois simples en apparence, mais redoutablement efficaces. Cette créativité a donné naissance à une nouvelle forme de combat que l'on pourrait qualifier de guerre invisible. Traditionnellement, l'artillerie repose sur des systèmes lourds et bruyants. Lorsqu'un canon tire, il produit une signature immédiatement détectable, une détonation puissante, une flamme à la bouche du canon et une trajectoire balistique que les radars ennemis peuvent suivre. Ces éléments permettent à l'adversaire de localiser rapidement la position de tir et de déclencher une riposte souvent en quelques minutes. Ce cycle tirer et se déplacer est une contrainte constante pour les artilleurs qui doivent survivre dans un environnement extrêmement dangereux. Les forces ukrainiennes ont profondément modifié cette logique en intégrant des drones lourds capables de transporter des munitions d'artillerie dans les airs. Au lieu de tirer depuis le sol, ces drones acheminent directement les projectiles au-dessus de la zone cible, puis les larguent avec précision.
Cette méthode élimine presque totalement les signaux habituellement détectés par les systèmes ennemis. Il n'y a ni tir, ni flash, ni trajectoire classique à suivre. Parmi les munitions utilisées, certaines sont particulièrement sophistiquées, comme les projectiles intelligents capables de détecter eux-mêmes leurs cibles. Une fois libérées dans les airs, ces munitions se divisent et utilisent des capteurs pour repérer des signatures thermiques, notamment celles des moteurs de véhicules blindés. Lorsqu'une cible est identifiée, elle déclenche une charge dirigée vers le point le plus vulnérable, généralement le haut du véhicule. Cette capacité à frapper avec précision, sans avertissement, crée un effet psychologique important sur les forces adverses. Ce mode opératoire présente plusieurs avantages stratégiques. D'une part, il réduit considérablement les risques pour les unités ukrainiennes qui peuvent opérer à distance sans exposer directement leur position. D'autre part, il complique la tâche des systèmes de défense ennemis conçus pour détecter des menaces plus conventionnelles. Enfin, il permet une grande flexibilité. Les drones peuvent être déployés rapidement, adaptés à différentes missions et utilisés de manière répétée à moindre coût. L'impact de cette invisibilité dépasse le simple cadre tactique. Elle modifie la perception même du champ de bataille pour les forces russes. Là où certaines zones pouvaient être considérées comme relativement sûres, l'incertitude s'installe désormais en permanence. Une attaque peut survenir à tout moment, sans signe précurseur, ce qui augmente la pression psychologique sur les soldats et complique la planification des opérations. En parallèle, cette approche s'inscrit dans une tendance plus large de la guerre moderne, l'utilisation croissante de technologies autonomes, discrètes et interconnectées. Les drones ne sont plus seulement des outils de reconnaissance, mais deviennent des vecteurs d'attaque à part entière, capables de remplacer ou de compléter les systèmes traditionnels. Ainsi, l'innovation ukrainienne ne se limite pas à compenser un désavantage matériel, elle redéfinit les règles du combat. En rendant certaines attaques pratiquement indétectables, elle impose à l'adversaire une adaptation constante, souvent coûteuse et complexe. Cette capacité à surprendre et à désorganiser constitue un atout majeur dans un conflit où chaque avantage, même marginal, peut avoir des conséquences décisives. À mesure que le conflit se prolonge, une réalité s'impose de plus en plus clairement. La guerre ne se joue pas uniquement sur le champ de bataille, mais aussi dans la capacité des États à soutenir l'effort militaire dans la durée. Dans ce contexte, la Russie fait face à une pression croissante, non seulement en raison des pertes matérielles, mais aussi à cause des contraintes économiques et industrielles qui limitent sa capacité de remplacement. Les systèmes de défense aérienne, piliers essentiels de la stratégie russe, sont particulièrement touchés. Leur rôle est crucial: protéger les troupes, les infrastructures et les centres de commandement contre les attaques aériennes. Pourtant, ces systèmes sont devenus des cibles prioritaires pour les forces ukrainiennes, qui cherchent à affaiblir progressivement ce bouclier. Chaque radar détruit, chaque lanceur neutralisé crée une brèche dans le dispositif global, rendant les zones concernées vulnérables à de nouvelles frappes. Mais le véritable problème pour la Russie réside dans la complexité de ses équipements. Un système de défense aérienne moderne ne se limite pas à un simple lanceur de missiles. Il s'agit d'un ensemble intégré comprenant des radars, des centres de commandement, des véhicules de soutien et des équipes hautement qualifiées. Leur production nécessite des technologies avancées, des composants spécifiques et du temps. Dans un contexte de sanctions internationales, accès à certains éléments essentiels, comme les semi-conducteurs ou les capteurs de précision, devient plus difficile, ralentissant considérablement le rythme de fabrication. Cette contrainte industrielle s'accompagne d'un dilemme stratégique. La Russie doit répartir ses ressources entre plusieurs priorités: produire des chars, des missiles, des munitions d'artillerie et remplacer ses systèmes de défense détruits. Or, ces besoins sont souvent en concurrence. Investir davantage dans un domaine signifie inévitablement réduire les capacités dans un autre. Ce déséquilibre fragilise l'ensemble de l'effort de guerre et complique la planification à long terme. Par ailleurs, les pertes ne sont pas uniquement matérielles. Chaque système détruit entraîne également la disparition de personnels expérimentés, dont la formation a nécessité des années. Le remplacement de ces compétences est long et difficile, ce qui affecte l'efficacité opérationnelle globale. À cela s'ajoute une dimension psychologique non négligeable. Les soldats, conscients de l'affaiblissement progressif de leur protection aérienne, peuvent voir leur morale diminuer.
Face à cette situation, les options de la Russie restent limitées. L'aide extérieure, bien que théoriquement envisageable, se heurte à des contraintes politiques et techniques. Les alliés potentiels ne disposent pas toujours des capacités nécessaires ou ne peuvent se permettre de réduire leur propre défense. Ainsi, Moscou se retrouve en grande partie dépendante de ses propres ressources pour combler ses pertes. Dans ce contexte, le soutien apporté à l'Ukraine, notamment par des pays comme la Suède, prend une dimension stratégique majeure. Il ne s'agit plus seulement de renforcer les capacités ukrainiennes, mais aussi d'accentuer l'usure du système adverse. Chaque nouvelle technologie introduite, chaque amélioration dans la détection ou l'interception contribue à augmenter le coût des opérations pour la Russie. Au final, cette dynamique illustre une vérité fondamentale.